Bonjour, bonjour. Est-ce que quelqu'un est connecté sur le live? C'est un live? Si. Bonjour, bonjour Patricia, bonjour. La maman d'Alix. Bonjour, bonjour. Michel, comment ça va? Merci, merci d'être là. Non. Titi, Tiri, ¿qué tal? Crack. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un ami, un grand, grand joueur de tennis et fan de paddle. Et il va nous faire le plaisir de nous rejoindre et de nous parler en français. Coucou Bichette, salut Mel, Clément, bonjour. Alex, si estás cuando quieras, yo estoy. On attend que se connecte Alex Correggia. Je fais un bonjour à Johan Borona aussi qui me suit tout le temps, qui suit tous les lives. Pardon. Cyril est là. Cyril Chauvet, comment ça va Cyril? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alex, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Alex qui va se connecter, qui va nous rejoindre pour ce live, parler sport, parler tennis et évidemment parler paddle. Virgile, ¿qué tal? Mónica, coucou. Alex, cuando quieras. Ahí está. Et le voilà, mon ami. Je passe le bonjour à Facebook Paddle Magazine aussi qui diffuse la vidéo. J'espère que les amateurs de paddle sont nombreux derrière l'écran. Hey! ¿Qué pasa, mon ami? Comment ça va, Alex? Très bien, toi, on va parler français ou espagnol? Moi, non, comme tu veux toi, mais moi, c'est difficile de te parler en français. Je suis tellement habitué à parler espagnol avec toi. Moi aussi. Pour moi, c'est très Comment? bizarre de parler français. Moi, un petit peu de... Comment ça s'appelle ça? Honte, un peu de honte. Honte. Oui, parce que je n'ai pas l'habitude maintenant. Et faire les lives, les directs en français avec toi, c'est beaucoup de pression. C'est Alix qui m'a écrit avant. Elle m'a dit, oh, ça y est, on va voir ton français. Alors, j'ai beaucoup de pression maintenant, plus que quand je joue tennis. Alex, toi, la pression, tu sais pas ce que c'est. Oui, non, je sais qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je sais. C'est pour ça que je suis tellement nerveux. Mais je suis content d'être avec toi, Robin. Je sais que tu fais ça depuis, je sais pas, 6, 7 semaines déjà, non? Ou 5 semaines? Ouais, c'est à peu près 10 lives. Ok, oui. Non, non, c'était sympa parce que tu m'as dit un jour, est-ce qu'on peut faire un live? Et je t'ai dit, ok, on va attendre un petit peu parce que maintenant, je fais beaucoup de directs. Et tu m'as dit, ok, on va faire les 10 mois de mai. De mai. Mais, Et je t'ai dit, je crois qu'on va être déjà, tu sais, pour la, comment c'est, la calle, non? À la rue. dans la Et on rue, a dit, ok, on va voir. Et regarde, on est à la maison encore. Mais, on est encore à la maison. Plus pour très longtemps. En tous les cas, moi, Alex, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté le live et non, je te remercie de la part de tous les Français et Françaises que tu fasses cet effort-là de parler français. Il faut que tu saches qu'en France, tu es une personne exceptionnelle pour nous. Tu as une réputation de gentleman, de très merci. grand joueur de tennis et tu es quelqu'un de très, très apprécié dans la communauté française, que tu le saches. Merci beaucoup, je suis content pour ça. Et tu sais que moi, j'ai fait beaucoup de fois des trucs avec les Françaises. Et moi, j'ai joué toute ma carrière avec Lacoste, comme tu sais, Oui, ok, à Six, mais après Lacoste, que c'était les plus importants pour moi. Et je me rappelle de retrouver la famille Lacoste. Et quand on a fait la signature au début à Paris, ils me sont oui, dit le plus important, c'est d'avoir les crocodiles avec plaisir, tout ça, avec orgueil, tout ça. À moi, je oui. me dis, ok, c'est cool ça. Et après, Babola, le même, je connais Eric Babola très bien.
Je fais des trucs avec L'Oréal, Biotherm, tout ça. Alors, tout le temps avec les Français. Et il faut dire que moi, quand j'arrive à Roland-Garros, qu'on va parler plus tard, je crois, Ouais. et même si je n'avais pas gagné, j'arrive là et tout le monde, la relation, c'est tellement incroyable, c'est hyper sympa. Et maintenant, c'est Guy qui est le directeur, tournoi directeur, non? Le directeur de Guy tournoi. Forger, directeur, Oui. oui. Mais je suis très content de voir qu'il a beaucoup d'amis, que je peux aller là, à Paris, tout ça. Et pour moi, c'est un honneur. Et moi, j'ai gagné mon premier tournoi en salle à Lyon. Il m'a À donné Lyon. beaucoup de confiance. Alors, la France, c'est toujours pour moi une place très importante aussi. Eh ben, écoute, on te remercie et que tu saches, les Français sont tous dingues de Gustavo Kuerten, mais ils auraient tous préféré et aimé que tu gagnes ce tournoi de Roland-Garros qui t'est très cher. Et on aurait tous rêvé qu'Alex Correggia gagne ce tournoi parce que tu le méritais vraiment beaucoup. Moi, les rêve aussi. Mais moi, j'ai un petit surprise pour toi. Quand on parle de ce Ah, match plus tard, et je vais montrer quelques trucs que je vais pour toi des surprises parce que c'est sympa que je l'ai là. ok, Mais je ne vais pas génial. montrer maintenant. Alex, on va parler un petit peu de toi, on va parler de sport, on va parler de tennis et on va parler de paddle, qui est la chose commune avec tous mes invités. Ce sont tous des sportifs de haut niveau comme toi qui sont amoureux et fans de paddle. Oui. C'était un moyen d'éclairer un petit peu notre sport, qui en France n'est pas encore très connu, mais qui demande à grandir et à grandir encore un petit peu plus. OK. Pendant ce confinement, je t'ai vu faire des stories très tard le soir dans le lit avec Martina en train de regarder des matchs de tennis, Oui. le match notamment avec Pete Sampras. Est-ce que le tennis aujourd'hui te manque beaucoup? Est-ce que cette période de confinement t'a fait repenser un petit peu à toutes ces années de joueur de tennis? Non. Non, non, pas du tout. Honnêtement, c'est bien que tu as fait la spécification que j'ai fait les lives pour montrer un match de tennis parce que j'étais à l'élite, comme tu as dit, avec ma femme, mais c'était pour dire que c'était les matchs de Sampras que moi j'avais Ouais. perdu contre lui à l'Open des États-Unis 96. Et, et moi j'étais là, ils sont montrés ici à Catalogne, à la TV3, à la télévision d'ici. Et pour moi, c'était intéressant parce que chaque fois qu'il y a des matchs de moi qu'ils montrent de passé, et il y a beaucoup de personnes qui t'écrivent Instagram ou Twitter comme ça, et te disent ah, tu es dans la télévision. Parce que le truc que c'est un petit peu bizarre et drôle, c'est que les personnes maintenant, ils me reconnaissent plus parce que moi, je suis le commentateur de télévision espagnole ou Eurosport aussi. Mais les gens de 20 ans comme ça, ils ne sont jamais vus à moi de jouer. C'est Ouais. normal. Et alors, c'est sympa parce que je dis, OK, moi, j'étais tennisman aussi, non? Tu peux voir que j'avais joué au tennis aussi. Mais il ne me manque pas du tout parce que je sais que c'est tellement difficile de jouer, d'être préparé physiquement, mentalement, tout ça. Et même si on est à la maison depuis 8 semaines déjà, moi, j'ai jamais pris un match de tennis à moi que tu me demandes ou qu'il y a quelqu'un qui me dit, oh, si toi et moi, on va manger quelque chose et on dit, OK, on va parler de tennis, oui, mais sinon, j'ai tout le temps dans le présent, pas, je ne pense pas dans le passé, on peut dire. Dans le passé. Ouais. On a une personne célèbre en France qui, comme toi, est plus connue pour ses chansons que pour son tennis. C'est Yannick Noah. Tu sais que les moins de 30 ans, Yannick Noah, c'est le chanteur, hein, pas plus. Non, mais le truc avec Yannick, moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Et c'est le dernier Français qu'il avait gagné à Roland. Alors, Le seul, le oui, seul, unique. exactement, oh, exactement, le sol. Alors, c'était Henri Lecon, qui était après, il a fait des finales comme ça, mais il n'a pas Oui. gagné. Mais Yannick, je peux voir que son charisme et tout ça, c'est le plus grand que je connais parce que c'est incroyable, c'est tout le monde qui l'a adoré à lui. Et un caractère très spécial, très, très belle, une personne très proche à nous. Et on a un petit dîner normalement, Robin, je te vais dire à Roland, normalement tous les années, que c'était Yannick Noah, John McEnroe, Mats Wilander, Tes Cédric copains, Pioline. Oui, c'est et tes on va à copains. dîner ensemble, c'est très sympa parce qu'il
elle rappelle les matchs que Mats il a joué contre Henry, contre Yannick, et McEnroe qu'il a perdu contre Lendl, tout ça. On fait un petit ménage là, on parle de tous et c'est très sympa. Mais je crois que Yannick, il est très bon que nous aussi pour gagner après la Coupe Davis. Et maintenant aussi Oui, parce que lui, il chante très bien. il chante très bien. Tu parlais tout à l'heure de vivre dans le présent. Mhm. Aujourd'hui, le présent, c'est Alex Correggia, le commentateur sur Eurosport. C'est Alex Correggia, le papa d'une petite fille exceptionnelle, Erika. Ouais. C'est aussi un peu de paddle, plein de choses. Les émotions que tu as vécues en tant que joueur de tennis, est-ce que aujourd'hui, ça ne te manque pas ou comment tu vis sans ces émotions-là? J'imagine que cette dose d'adrénaline que tu as vécue pendant 15 ans sur le circuit, du jour au lendemain, tu l'as plus. Aujourd'hui, comment tu le vis ça? Avec tranquillité, tu dis avec Erika, il joue aussi Aroa et Carla, Oui, bien tous sûr. les autres deux. Et Martina, ma famille, Pablo aussi. Alors, on a beaucoup de la famille, elle est grande. Mais moi, je la vis tranquille. C'est pas un truc que moi j'ai besoin. Euh, les sensations, tout ça, tu sais que c'est déjà longtemps. Et honnêtement, pour moi, c'est pas nécessaire de rappeler ça, de dire est-ce que j'ai besoin de ça, la sensation, non. Et pour moi, c'est sympa si je fais des trucs, si je joue avec toi à pas de tout ça, tu me connais, je joue, je suis concentré, je fais l'échauffement et tout ça. Et après, quand je joue, je suis sérieux, même si je peux faire une petite blague, mais je suis sérieux. Pas trop. Mais je suis professionnel. Si je fais ça, je vais bien jouer et si je peux, je vais gagner aussi. Mais Bien c'est sûr. pas une obsession. C'est pas un truc que tu vis maintenant. Oh, il faut gagner ça. Ok, je m'énerve si je fais pas bien. Et je m'embête, non, parce que je suis pas content. Mais c'est pas un truc que je vis soin de dire, comme il me manque d'être pas dans la cour centrale de Roland Garros, tout ça. Non, non, Non. honnêtement, pas du tout. Tu parles du cours central de Roland Garros. C'est lequel le cours qui t'a le plus impressionné, qui t'a donné la piel de gallina, la chair de poule? Est-ce qu'il y a un endroit particulier qui pour toi est très important? Oui, Roland Garros, c'était le tournoi que moi, j'avais travaillé de plus pour gagner. Ouais. Dans ma carrière, j'étais deux fois finale, dans 5 années de suite. Moi, j'y avais arrivé minimum à quart de finale. J'ai Ouais. fait quart de finale, j'ai fait finale, quart de finale, finale, demi-finale. J'étais tout le temps là. Et moi, j'avais travaillé off-season, non? Pour travailler pour gagner Roland Garros. Même, j'étais à la montagne, j'avais travaillé très fort pour, s'il arrive Roland Garros, d'être plus fort, Le plus mentalement, fort physiquement, possible. tout ça. Mais malheureusement, j'étais pas bon pour gagner le tournoi parce que j'ai perdu la finale contre Moya, contre Kuerten, tout ça. Et, et oui, il y a une petite course en l'anglais. Pour moi, c'était merveilleux. C'était un cours que j'aime bien. Après, cours numéro un aussi, parce que c'était petit et c'était tout le Petit monde en rond. là, l'ambiance. Et moi, il faut dire que moi, la cour centrale, la Châtrier, pour Ouais. moi, il était très grand. Euh, Trop grand. Trop grand, oui. Et les distances étaient un peu difficiles. Même tu as la sensation que ton service, il était pas bon parce qu'il est trop grand et pas, moi, j'ai manqué un petit peu de puissance dans mes coups droits. Mais si Mhm. tu joues contre Moya ou Kuerten ou Costa Ferrero, il y a un coup gagnant que moi, je vais manquer. D'accord. Peut-être moi, tactiquement, je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Mais je crois que c'est un peu la truc. Et à Châtrier, c'était difficile. Il était beaucoup vent tout le temps. Il était un truc qui m'énerve, que c'est tu regardes dans la bandera, non? Sur les bâches, OK? Et il va d'un côté et dans les cours, il va de l'autre côté. Alors, le j'étais, OK, drapeau. comme ça marche. C'est pas vrai que tu regardes dans la tribune et il va d'un côté, et alors sur le cours, il va de l'autre côté. Mais c'est pas une excuse, c'est la réalité, c'est pour tout le monde le même. Et moi, j'étais pas bon, suffisamment bon pour gagner le tournoi, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que c'est aussi une des clés de la réussite de Rafael Nadal, le fait que le Châtrier soit très très grand
finalement, ça avantage aussi peut-être un petit peu Nadal, dû à la puissance et au lift qu'il met dans les balles. T'es d'accord avec ça? Oui, parce que le château, c'est tellement grand que pour lui, il peut défendre beaucoup, mais même pour les joueurs d'attaquer, c'est pas facile. Et avec les lifts, la balle, il monte beaucoup très Très haut. haut. Hmm. Et alors, c'est pas facile, même quand il pleut, et les balles, il prend un peu lourd. Alors, c'est L'humidité. difficile, même si lui aime pas si la balle est comme ça. Mais pour les autres, c'est encore plus difficile. Parce Ouais. que tu sais qu'à la fin, si tu veux gagner Rafa à milieu de 5-7 sur terre, c'est presque impossible. Alors pour lui, lui sait que cette course-là, c'est tellement difficile pour lui de battre lui. Tu parlais tout à l'heure de tes deux finales à Roland-Garros, une contre ton compatriote Carlos Moya en Ouais. 98 et une autre contre Gustavo Kuerten qui avait déjà gagné deux fois, je crois. Est-ce Ouais. qu'il y a est-ce qu'il y a des similitudes dans ces finales? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pas maîtrisées dans l'une et dans l'autre ou c'est deux matchs totalement opposés? Non, sont opposés parce que la première, c'était 98. Moi, Oui, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais arrivé à la finale et j'étais un petit peu fatigué. Je vais gagner dans le troisième tour à Hernan Gumi dans 5h30, le match plus long de tournoi, tout ça. Alors pour moi, la finale, c'était déjà un souvenir. J'étais content. J'ai joué contre un copain, un ami. Et, et je crois que lui, il était meilleur dans les moments. Son coup droit, son service. Pour moi, c'était très difficile de jouer. Et j'étais un petit peu satisfait déjà. C'est un petit peu. d'accord. Moi, je suis très ambitieux, mais cette finale, je crois que moi, j'étais un peu moins. Et lui était plus convaincu, non? Focus, concentré. Oui, je ne sais pas si focus, mais il avait joué déjà la finale à l'Open de l'Australie l'année dernière. Lui était prêt pour gagner et il a mérité, comme ça. Après la finale contre Guga 2001, moi, les saisons de terre, c'était pas très, très bon. Mais D'accord. moi, juste savoir que quand j'arrive à Roland, j'ai la chance de gagner, d'être pour gagner au la deuxième semaine, c'est sûr. Et Guga, il a vu balle de match dans le troisième tour contre Michael Russell, Ouais. qu'on était tous dans les vestiaires, tous dans les vestiaires. Allez, Russell, allez, s'il vous plaît. Pourquoi tu ne gagnes pas Guga? Il a mené, et après, quand lui a perdu, on était tout le monde comme ça. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est Guga, à le moment, c'était un peu comme Rafa. C'était le favori. Si lui perd, pour les autres, c'est un peu mieux parce qu'il lui a plus de chances de gagner. Bien Et dans sûr, la finale, il y a beaucoup de vent encore. je me Et moi, souviens. oui, j'avais gagné 7-6. J'étais break aussi dans le deuxième. Il a récupéré. Et après, il y a une balle qui, peut-être c'est la balle qui me casse la tête, si je pense, que c'est de 5 partout dans le deuxième. On joue un balle de break. Et moi, je joue un revers en ligne. Et moi, je l'ai arrêté comme ça. Il était comme ça, vraiment comme ça. Pour aller 6-5 pour moi, avec les Break. 20 et servi pour le deuxième set. Et après, moi, j'avais parlé avec Guga depuis longtemps, comme ça, et un jour, il m'a dit, je me rappelle de la finale là, parce que toi méritais de gagner un Roland Garros, et malheureusement, tu ne l'as pas gagné. Et je me rappelle de la finale, parce que cette balle-là, si tu gagnes cette balle, je crois que tu gagnes le tournoi, parce que moi, j'étais tellement désespéré de jouer à 3, que tu étais très solide, très dur, les vents, tout ça. Mais ça, il a changé et moi, j'ai récupéré. Toi, Alex, je sais pas, tu allais comme Plongé. ça. Et moi, je lui ai dit non, dis pas moi ça. Mais non, 10 ans après, il m'a dit oui, oui, j'étais sûr que tu peux battre moi. Parce que moi, je l'avais battu déjà avant. Et alors, je te vais montrer la petite surprise que c'est ça que j'ai porté pour toi et tous les spectateurs aujourd'hui. C'est là, je sais pas si Wow. c'est là, je sais pas si tu vas voir, c'est la bandeja esta, no sé cómo se llama. Le plateau, le Le plateau. plateau de Roland Garros, tu peux pas voir, je crois, mais c'est le de 2000 ans Bravo. que moi j'avais perdu contre Guga. Ça m'énerve un petit peu, ce plateau-là, Ouais, je parce que comprends. moi, je le regarde et je pense, ok, c'est cool, moi j'ai fait la finale, mais c'est pas la coupe des mousquetaires, C'est tout mieux la ça. coupe.
Oui, alors l'autre contre Moya, je pense, ok, moi, j'ai pas aucune chance sur cette finale. Mais ça, C'est dur. et ça m'énerve un petit peu. Moi, je crois que je vais mettre la salade de fruits ce soir. Je sais pas. Bon. Oui, alors elle est là. Est-ce que tu peux voir? Merci pour la surprise. Merci pour le cadeau. Oui, c'est ça. Et alors, ouais, c'est un honneur en même temps parce que, ok, c'est la finale et tout ça. Mais en même temps, mentalement, je veux dire que c'est le match c'est plus dur pour moi, mentalement C'est pour moi. encore dur. Je Oui. comprends. Oui. Alors, Hier, Robin, il était un ami de moi qui travaille au Eurosport. Il m'a envoyé une photo de la cérémonie de ce match-là. Il m'a dit, regarde qu'est-ce que j'ai. Il m'a montré la photo avec Google, tout ça. Et je lui ai dit, tu sais que c'est le pire souvenir de ma carrière, ce moment. Non, il était, non, désolé, excusez-moi, je ne savais pas. Je lui ai dit, non, non, c'est OK. Mais j'étais tranquille avec la famille, samedi, pour manger, tout ça. Et maintenant, je suis tellement avec dépression, absolument. Et lui était, non, désolé, je ne savais pas. C'est pas comme ça, mais quand j'arrive à Roland, et j'ai vu tout le monde là, tous les noms des champions, et moi, je ne suis pas là, et c'est vrai que je pense, ah, c'est une frustration. c'est pas si frustration, c'est un petit peu la sensation de dire, j'avais pensé que j'avais mérité, j'ai fait des trous pour mériter ça, mais si j'avais pas gagné, ça veut dire que j'ai pas mérité, non? C'est ça. Voilà. Alex, on va parler un petit peu mental, puisque, comme tu dis, tu n'as pas mérité, mais ta carrière, elle a continué. Tu rates un Roland-Garros de quelques centimètres. Comment le champion, il retourne à l'entraînement, il accepte d'avoir perdu et de repartir encore quelques années et gagner des tournois, gagner des grands matchs sur des grands cours? C'est quoi la clé du champion pour réussir à oublier ou accepter cette défaite et repartir? Comment toi, c'était quoi ta mécanique pour ça? Oui, le truc, c'est de chaque fois d'avoir un petit objectif, un petit goal dans ta tête, de savoir qu'est-ce que tu veux. Si tu travailles avec les petits objectifs, c'est clair que c'est plus facile de remonter, de récupérer la sensation. Si tu n'as pas ça, c'est difficile parce que tu vas sur le court ou tu vas sur le gym et alors tu n'as pas la puissance de dire, OK, maintenant, on va faire des trucs pour m'améliorer. Mais si Bien tu as sûr. les compromis et tu dis, OK, je veux ça, mais ça veut dire qu'il faut payer cette péage, non, tout Ce ça. prix-là, voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est plus facile. Et la unique chose pour récupérer ça, c'est d'avoir la motivation de dire, OK, moi, j'étais 10 mondial, alors je dis, OK, je veux être numéro 5. Et quand j'étais numéro 5, je dis, OK, qu'est-ce que je veux faire pour être numéro 1? J'étais 4, 3, 2. Et j'étais là. Mais il était Sampras, il était Moya aussi, il était Rios comme ça. Agassi. Oui, Agassi aussi. Alors, moi, j'ai manqué un petit peu la puissance. Si on joue à place, on est un peu plus vite, comme un Gstaad ou Kitzbühel, qui est à l'altitude. Pour Un moi, peu plus c'était haut. meilleur. Parce que moi, je ne suis pas un joueur qui joue, je sais pas, je joue un peu plus avec la tactique et tout ça. Et c'est pour ça que je crois que si Roland Garros on joue à l'altitude, moi j'ai beaucoup plus de chances de gagner parce que moi, quand je jouais contre Costa ou Ferrero, ou Moya ou Gaudio, tout ça, après dans les tournois à l'altitude, moi j'ai un peu les armes pour jouer un peu mieux. J'ai compris. Donc, la définition de l'objectif, c'est une des clés du professionnel année après année. Alors, Oui. j'ai une question à te poser. Federer, à 38 ans, c'est quoi son objectif? Est-ce que lui, il joue pas par amour du tennis? Il n'a pas besoin d'argent, il n'a plus besoin de grand chelem ou presque. Mhm. Pourquoi Federer, encore, il a cette faim-là de gagner et de jouer au tennis? Toi, tu le connais personnellement en plus. Oui, oui. Pour moi, c'est l'amour pour le tennis. Oui, c'est ça. C'est l'amour. C'est ça. C'est ça parce que c'est le même que chaque personne, c'est avec son niveau, c'est pareil, non? C'est presque le même. Et quand tu joues et tu étais 50 mondial ou 40, 30, 20 comme ça, tu penses, OK,
il y a des autres qui te regardent et tu penses, pourquoi est-ce que tu veux être top 10 si tu es déjà 15? C'est déjà incroyable. Mais pour toi, dans ton intérieur, tu penses que tu encore peux donner un peu plus. Et je crois que lui, dans son intérieur, il a la sensation qu'il lui a encore des trucs pour donner. Et je crois que le plus important, c'est quand tu arrêtes ta carrière, que tu as la sensation que tu avais donné tout ce que tu as. Si tu prends la retraite et tu penses, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la chance de faire ça, je n'ai pas fait. Peut-être après, tu regrettes un petit peu. Mais pour moi, c'est ça. Et pas, peut-être pas saison à saison. C'est plus jour par jour, semaine par semaine, tout ça. Moi, je l'ai demandé une fois à Sampras, qu'est-ce que tu as fait de la célébration de gagner Wimbledon pour la 7e fois? Et elle m'a dit, moi, je me donnais 10 jours tranquilles de jouer golf. Ça, c'est mon souvenir, mon cadeau. Je vais jouer un petit peu golf. Et pour moi, ça, c'est un petit peu de relief, tranquillité. Et après, je recommence un petit meeting avec mon équipe. Ouais. Et on parle qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner les US Open maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire la préparation? Alors, tu sais, Wimbledon à US Open, il y a un petit peu de décalage. OK, qu'est-ce qu'on fait? Je vais arriver à Cincinnati. OK, je sais que je ne suis pas parfait pour gagner là, mais pour gagner US Open, il faut faire ça, ça, ça. Et je vais arriver à US Open avec la chance de gagner. Et quand tu es un peu plus bon joueur, tu fais la préparation comme ça. Et il faut que tu joues, OK, 2, 3 semaines, 4 semaines, tu fais la préparation et après tu travailles. C'est mon opinion. Je passe le bonjour a un amigo mío muy íntimo, Marc Burgos, Marco, que es totalmente fan de tú, Alex. C'est un Français et il parle espagnol couramment. Il est 14e mondial, plus de 35 ans. Il joue le circuit de plus de 35 ans. OK, voilà. Alors Marcos, bonjour. Salut. Il a créé un compte Instagram que pour toi aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Oh, merci. Très heureux. Alex, on a parlé de ces 2 défaites, mais il y a aussi beaucoup de victoires. La victoire au Master contre Moya sur dur. Et il y a une victoire qui, je sais, te touche particulièrement, c'est la victoire d'équipe. C'est la victoire de la Coupe Davis avec l'Espagne. Si tu peux comparer une victoire au Master et une victoire avec l'équipe d'Espagne, tu peux choisir ou c'est totalement différent? Non, en ce cas-là, les bons trucs, les bonnes choses, c'est qu'on a les deux. Tu sais ce que je veux dire? Oui. C'est pas qu'il faut dire, OK, si tu peux décider Masters ou Roland Garros, qu'est-ce que tu prends? Alors, c'est un peu plus difficile. Là, tu as les deux. Oui, heureusement, oui. Non, c'est un peu différent parce que le Masters, c'était un souvenir pour moi, même si je vais travailler ça avec toute l'équipe. C'était un objectif pour moi de bien jouer l'année là 98. Moi, je qualifié pour le Masters. Alors, c'est mon coach qui m'a dit avant le tournoi dans la chambre de l'hôtel, il m'a dit c'est important que tu crois que tu peux faire des trucs très bons ici parce que tu as la chance. Parce que moi, j'avais gagné à Lyon. J'ai une bonne sensation. Et je lui ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire de faire bonne chose? Il m'a dit, tu peux gagner le tournoi parce que tu es prêt. Donc, j'avais la doute, tout ça, mais OK, j'ai battu à Sampras à la demi-finale, balle de match, et après Moya, de 7-0, il m'a mené. Moi, j'ai gagné en 5-7. La Coupe Davis, c'était un rêve parce qu'à l'Espagne, on n'a jamais gagné. On a vu les Suédois, et les Français aussi, et tout ça, qui sont très belles avec l'équipe, et la sensation de grandes nations, tout ça. Et à l'Espagne, je ne sais pas pourquoi, le début de 90, 95, il n'était pas. L'ambiance était normale, mais pas parfait pour gagner la compétition. Oui, parce que les joueurs étaient forts déjà. Oui, oui. Et alors, on a fait une très bonne ambiance dans l'équipe, tout ça. Et l'année 2000, on a eu la chance de jouer tout le temps, à chaque fois à la maison, à l'Espagne. Oui. On a choisi de jouer sur le terrain, bien sûr. Et l'équipe, c'était avec Costa, Joan Balcells, qui est un très, très bon joueur de double. Et c'était Pato Clavet à le début. Et après, il a rentré Ferrero. On a joué tout le temps les mêmes équipes avec les capitaines, tout ça. Il a très bien marché. Et la sensation, c'était similaire au Masters, mais en même temps, moi, je n'ai pas joué les simples
parce que les capitaines ont dit, OK, tu vas jouer le double, que c'est très difficile, et les derniers points de l'éliminatoire, que c'est tellement difficile. Et heureusement, Ferreira a gagné les quatrième points et on a gagné 3-1. Mais la sensation, c'est similaire, on peut dire. Mais pour les Masters, moi, j'ai la sensation que je vais travailler toute l'année. La Coupe Davis, les mêmes, mais on joue février, avril, septembre et décembre. C'est 4 week-ends, on peut dire. L'autre, Oui, c'est pas, c'est 300 jours que tu avais fait ça. de travail. Oui, et en même temps, c'est pas tout seul. Et moi, je vais rêver de gagner un grand tournoi dans ma carrière quand j'étais 10 ans déjà. Alors, moi, j'avais gagné le Masters à 24 ans. Ça veut dire que moi, j'étais 14 ans pour faire mon rêve. Tu sais ce que je veux dire? Très bien. Oui, oui, très bien, bien sûr. Très bien. Oui, oui. Et quand tu, quand tu gagnes cette Coupe Davis, euh, nous, en France, je suis obligé un petit peu de te poser la question. De loin, on voit le problème Catalogne, Espagne, Catalogne, Espagne. Est-ce que ça n'existe absolument pas dans le sport de haut niveau chez vous, les Espagnols? Je te dis ça parce que au foot, on a souvent l'impression qu'il y a une vraie rivalité Barça-Real Madrid. Pendant Ouais. très longtemps, l'équipe de foot espagnole n'a pas dominé le monde et puis après, ils ont dominé outrageusement. Est-ce que dans le sport espagnol, il y a pas cette rivalité? Quand vous portez le maillot là, si vous avez réussi à créer ça, Nous, quand on avait joué dans septembre-là, on n'a pas de problème zéro. Parce que zéro. zéro. Parce que pour nous, c'était normal qu'on joue pour l'Espagne. Et tout ça, pour nous, c'était le plus normal. Et quand on était petite, on a le rêve de jouer avec ton équipe, avec ton pays. Et moi, je joue avec l'Espagne à 12, 14, 16, 18, tout ça. Et il n'y a pas de problème avec ça parce qu'on a tout le temps la sensation qu'on veut gagner la Coupe Davis pour l'Espagne. On n'a pas la sensation de gagner pour Catalogne ou le Basque. On est toujours ensemble, tout ça. Maintenant, je ne sais pas les sensations qu'il y a des joueurs qui jouent maintenant, mais je crois que c'est pareil. Parce que si tu vois, l'Espagne avait gagné la Coupe Davis en mois de décembre, en novembre à Madrid. Et il était Granollers, Bruguera, c'est le capitaine, c'est catalan. Je crois que tu ne peux pas être dans la troupe politique. Je crois que ça, c'est Non. pour la politique. Tout comme sportsman, tu veux de jouer et de gagner le maximum de trucs. Si tu vois Carles Pujol ou Xavi Hernandez, tout ça, ils ont gagné les Coupes du Monde et ils sont très heureux, tout ça. Je ne crois pas que s'il y a la sensation comme ça, alors tu es tranquille, tu es content. Pour toi, c'est un honneur. Alors, je ne sais pas s'il y a différentes sensations avec les personnes qui ne sont pas sportsmen, tout ça. Moi, Ça, je ne sais moi, pas. C'est pas mon problème. Pour moi, c'était les meilleurs souvenirs de ma carrière, sûr. moi, je connaissais ta réponse puisqu'aujourd'hui, je vis à Barcelone. Je te connais, je connais pas mal de sportifs espagnols, mais de France, tu sais, ou d'autres pays, j'imagine, parfois il y a un peu de fake news. Les médias veulent montrer certaines choses. C'est important que tu donnes ce genre de message aujourd'hui. Lorsque vous êtes sous le même maillot, il n'y a pas de problème politique. La politique appartient aux politiques et le sport appartient au sport. Euh, Pour moi, oui, parce que je n'aime pas de parler de politique. Normalement, si je parle d'un truc, est-ce que je veux de parler des trucs que je comprends un petit peu? Si bien je ne sûr. comprends pas beaucoup, moi, j'essaie d'être très, très réservé parce que je ne veux pas être dans un problème, tout ça, parce que je n'aime pas. Et en même temps, si moi je peux dire si j'aime bien pas ça, ou ce que tu veux, Bien mais sûr. je laisse les autres personnes de faire ça parce que moi, c'est pas mon truc, tout ça. Et moi, je suis tranquille, je suis content, je suis respectueux avec tout le monde. Alors, après ça, je vais être content avec ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Sinon, après, j'ai mal à la tête si je dis quelques trucs de politique. J'aime pas. Pour moi, c'est un truc très difficile de gestionner. Et même ma fille, des fois, si je parle, elle dit, écoute, papa, tu sais que tu n'es pas content si tu fais des trucs ça. Alors, c'est meilleur parce qu'il y a beaucoup de fois qui me demandent, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux te supporter ici? Est-ce que tu... Je dis, écoute, laisse-moi tranquille.
moi, Tu je as suis raison. sportsman, je suis content et je suis respectueux avec tout le monde. À cause de ça, le politique, je ne parle pas parce que je ne me suis pas confident avec ça. Alors, on va parler de quelque chose que tu connais très bien et une personne que tu connais très très bien. Sur ta fin de carrière, tu as vu arriver un monstre, une machine, Rafael Nadal. Tu l'as connu petit, toi. Est-ce que tu as vu son évolution ou est-ce que tu l'as Oui. connu sur le circuit? Non, bien sûr. Rafa, moi, je le vis de fait. Rafa, il a pris les drapeaux de l'Espagne quand on était à la Coupe de Davis à Barcelone, les premières années. Ah, Et c'est incroyable parce qu'ils ont dit, lui joue très bien, mais je ne l'ai pas vu. Et après un jour, on a fait un petit entraînement avec lui et lui était monstrueux déjà. C'était un petit mec comme ça qui a frappé la balle très fort, avec beaucoup d'intensité déjà dès le début, de la minute 1 de l'entraînement. Et après, j'avais joué contre lui 2 fois. Et lui était jeune, mais même ça, il lui a battu à Costa, à Monte Carlo. Et moi, je l'ai battu à Barcelone, à Rafa. Et après, il lui a joué contre Moya, Moya, à Hambourg. Il l'a Hambourg. battu. Alors, lui était prêt déjà. Et à la fin de l'année, on a joué aussi à Madrid. Que hier ou l'autre jour, ils sont donnés à l'Espagne, à Movistar. Ils ont passé les matchs. Et j'étais content. Et je fais un petit blague aussi à Instagram parce que moi, je mis sur mon Instagram, regarde ce que j'ai fait à Rafa. Et je lui ai dit, écoute, moi, je sais faire des passings aussi pour faire un petit peu de blague. Pour moi, Rafa, c'est à notre niveau. C'est un personne, un joueur que c'est spectaculaire. Qu'est-ce qu'il lui fait? Pour moi, c'est tellement difficile de comprendre comment est-ce que lui peut faire ça, de gagner, je ne sais pas combien de fois à Monte Carlo, Barcelone, Rome, Roland, bien sûr. Et ça, c'est impossible. Pour moi, ça va être impossible de voir ça encore une autre fois parce que la vie, elle va changer et les compromis que lui a avec sa carrière, avec son sport, et son éducation, son talent, je crois que c'est tellement difficile de voir ça. Tu penses qu'il va déloger Federer en titre de Grand Chelem et finir le numéro un de tous les temps ou Djokovic a encore un petit peu de temps? On va voir, on va voir parce que c'est sûr qu'elle a un peu de temps aussi. C'est clair que Djokovic, il était là, il avait gagné en Australie aussi, il était prêt. Mais Rafa, il est à côté. Je crois qu'il va finir comme ci, comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr parce que ça dépend. Et maintenant, spécialement avec ce confinement-là, on ne savait pas la réaction, les corps, comment est-ce qu'il va sentir, les coupes, tout ça. On ne savait pas. Et c'est un petit peu la incognite, non? C'est un peu, on a la doute. Et pour moi, honnêtement, pour moi, c'est pas important. Pour moi, Non. Federer, Nadal, Djokovic, tout ça. À la fin, si on parle de McEnroe, Becker, Lendl, Bilander, si je te demande à toi, non, que tu viens de tennis et tout ça, combien de grands chelem à McEnroe, Lendl? Je crois que tu ne sais pas. Non, je sais pas. Mais ça veut dire qu'à la fin, je C'est m'en le fous. joueur qui reste. C'est le joueur qui reste. Oui, c'est ça. Après, combien de semaines, Rafa, il était numéro un, Roger, je ne sais pas. Je m'en fous parce que j'adore Federer et j'adore Rafa. Tout ça, pour moi, sont différents, styles différents, mais à la fin de tout ça, sont des joueurs très, 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 très incroyables. Tout ça. Alors, McEnroe, Becker, Edberg, Bjorn Borg, ça c'est la crème de la crème de tennis. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va passer à la fin, mais pour moi, c'est pas important. Je crois que c'est plus pour les journalistes, pour faire des trucs, de dire, OK, combien de semaines, combien de ça. Nous, les joueurs, on n'a pas ça dans la tête, honnêtement. C'est clair que Federer, maintenant, il va jouer, il pense, OK, si je gagne un grand chelem de plus, c'est meilleur, c'est normal. Rafa le même et tout ça. Mais à la fin de la carrière, s'ils sont 400 semaines numéro 1 ou 298, c'est différent si tu joues pour être le meilleur. Non? C'est comme Djokovic, maintenant, lui a la chance d'être le numéro mondial de plus semaines de la carrière ou de la vie. OK, peut-être ça, c'est un petit peu différent.
Mais si tu gagnes 70 titres au titre et au 74, ça Ça change change pas rien. grand-chose. Ouais, ouais, c'est Ok, ça. on va reparler de toi et on va parler de ta reconversion. Tu travailles donc chez Eurosport, tu fais encore beaucoup de sport et tu joues au paddle. Ouais. Euh, Raconte-moi comment tu as découvert. Mira, mira, Robin, regarde, moi je suis prêt. Regarde, pour toi. Moi, Je je suis t'attends, prêt. hein. Ok, on peut parler paddle maintenant. Je Je t'attends hein, change pour la aller. mentalité maintenant. Paddle maintenant, pas tennis. Allez, maintenant tu as les vitres autour de toi, ok? Ok. Hay las paredes ahora. Laisse-moi le tennis. Regarde, oui, oubliez de moi. Parlez de toi et moi, la couple Comment tu as, comment tu as découvert le paddle, Alex? Moi, j'ai vu des petites. On fait l'entraînement à Barcelone, un club qui s'appelle Bonasport. Qu'il y Ouais, a un club là, ils sont fait petit paddle court. On avait commencé là. C'était pour jouer un petit peu quand j'étais professionnel de tennis encore. Alors, j'ai pas la chance de faire d'entraînement et tout ça. Seulement pour rigoler un petit peu, pour faire des trucs différents. Et moi, j'ai joué un petit peu de temps en temps. Le problème, c'est que quand j'étais professionnel, je n'ai pas joué de paddle, normal, une fois à l'année, on peut dire. Après, quand moi, j'ai pris la retraite, moi, j'avais un problème à l'œil. Et moi, oui, alors, moi, j'ai arrêté. J'étais 6 mois que je peux pas jouer tennis, rien, paddle, parce que moi, j'ai perdu la distance avec la balle. OK? Alors, j'avais d'accord. pensé que la balle est ici, et la balle, elle est là. Alors, moi, je vais sur le court et je prends totalement la distance. Non, tu te rigoles, mais c'était nul, je te jure. C'était super difficile. Alors, après ça, j'ai pris la retraite, tout ça, et je ne vais pas de faire d'entraînement physique, pas de faire d'entraînement technique, tout ça. J'aime bien un petit peu golf aussi, et un jour, j'étais là sur le driving range, j'étais là, non, c'est pas possible, encore une. Alors, je me regarde à moi et je dis, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait déjà tennis de toute ma carrière, 20 ans d'entraînement. Maintenant, je suis ici sur le driving range de golf avec l'obsession. Je suis Tout malade. seul, Tout tout seul. seul, tu regardes, tu te dis, que tu es fou, quoi. Alors, j'ai arrêté, j'ai dit, OK, maintenant je vais faire des sports pour tout ça, pour être tranquille et content. Et moi, je fais beaucoup de sport maintenant pour la bonne sensation physique et mentale. Et de paddle, c'est comme ça que j'avais commencé. Mais tu sais, pour moi, la priorité, c'est la famille. Pour moi, c'est difficile de jouer un week-end. Pour moi, c'est difficile de jouer à 10 heures de nuit s'il y a un tournoi parce que si je laisse la famille à la maison, j'ai la sensation de dire pourquoi je vais là. Je n'ai besoin pas de faire ça. Tout ça. Moi, j'ai pas gagné Roland Garros comme toi, mais je sais que le meilleur résultat que tu as eu sur un tournoi de paddle, c'est avec moi. Oui, Vamos. partner, mes partners. Oui, c'est vrai. Oui, c'est à Masno, non? Masnou, pour moi, c'est sans doute mon plus beau souvenir de joueur de paddle. Il y a l'équipe de France, où évidemment, ça a une connotation un peu particulière, mais le plaisir que j'ai eu de partager le terrain avec toi, de battre des très bonnes équipes et presque de battre une très bonne équipe, Ouais. c'était exceptionnel. Au-delà du jeu, c'est l'expérience que j'ai vécue à tes côtés. Et on en viendra. Ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est pas ta bandeja, c'est pas ta vibora, mais c'est cette capacité à lire le jeu, à connaître l'adversaire, à savoir quand est-ce que l'adversaire il va plonger, quand est-ce que l'adversaire il joue bien. C'était un apprentissage pour moi exceptionnel et je te le remercie. Merci beaucoup. Il faut qu'on pleure un petit peu maintenant. C'est Non, c'est dommage vrai. qu'on ne peut pas faire embrasser maintenant, un Avec petit Alain. bisou. Quand on se voit, on peut faire ça. Merci. Non, pour moi, c'était sympa. Et tu sais que depuis ça, je crois que j'avais joué, je sais pas, un tournoi plus. Je joue avec mon club, Tennis La Salud, équipe, tout ça, mais pas tournoi parce que tu te rappelles, Masno, c'est à quoi, 40 minutes de ma maison, Ouais. 30 minutes, je sais pas, c'était à l'été, que c'est tranquille. Mais même ça, pour moi, d'aller, tu te rappelles, j'ai pris toute la famille, tout Oui. ça. C'est pas que je viens moi seul et je reste, je m'en fous. Non, non.
pour moi, c'est la priorité, c'est ça. Et c'est sympa de jouer padel, c'est sympa de jouer de tournoi aussi. Mais pour moi, d'aller avec toi, faire d'entraînement avec Martita Marrero, et avec Alix aussi, moi, j'ai jamais la chance de jouer avec elle. Je crois qu'elle est très, très forte pour moi. C'est pour ça, trop forte. C'est pour ça qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Mais avec toi, avec Juanlo, et bien sûr avec les capos, Juanito Alday, ce que pour moi, c'est très important parce que si lui me dit, OK, on a la chance de jouer, moi, je suis prêt pour aller, je suis prêt, je suis content, j'ai la motivation. Mais c'est que c'est 2 heures de le matin et après, je reste, je pars. Bien sûr. Je veux pas être obsessionné. Il était une fois qu'on a essayé, tu te rappelles, d'aller jouer le Paris Challenger, le World Padel Oui. Tour. Ouais. Mais à la fin, j'étais pas sûr d'aller. Moi, si je vais jouer un tournoi, OK, si c'est ici à Barcelone ou comme ça, c'est pas très dur. Mais d'aller à quelquefois, je vais être sûr que je suis prêt pour jouer bien. Et je sais que ma bandeja, elle est pas forte. Le problème, c'est que tu es très modeste parce que tu penses que tu n'es jamais prêt pour faire un bon tournoi et la réalité, c'est que tu joues très, très bien. Et je pense que tu joues encore mieux en compétition qu'à l'entraînement puisque ton degré d'exigence en compétition, naturellement, tu l'augmentes et tu deviens très fort. Ouais, merci beaucoup. Non, je suis normal. Je peux jouer. OK, c'est ça. Je ne suis pas fort. Je suis normal. Je peux jouer. Mon niveau, c'est normal. Le truc, c'est que le padel, il a monté comme ça, tellement que moi, maintenant, je vois les joueurs qui jouent et ils frappent la balle très fort. Il a beaucoup de puissance, tout ça. Et je vois, moi, j'ai 46 ans. OK. Je me sens très bien. Mais il faut reconnaître que les autres, ils ont 25. C'est normal, tu joues avec des mecs qui ont 25-25. C'est comme toi, avec tous les deux. Alors, c'est pas facile. Et physiquement, j'ai une bonne condition, mais je crois que moi, c'est pas très agressif. Je joue sur le revers. Et à revers, il faut que tu aies un incroyable smash et tout ça. Et moi, je suis normal. Alors, si tu es normal et de jouer contre des joueurs qui sont très bons, je préfère de faire entraînement et comme ça, je sais pas, je crois que comment se dice disfrutar? Profiter. Ok. Profiter. Je Profiter, profite. c'est ça. Je C'est ça. profite. Tu parlais de l'entraînement avec El Capo Juanito et avec Marta Marrero. Je Ouais. sais que Marta, elle est très contente quand tu viens t'entraîner avec nous. Quelle relation tu as tissé avec elle? Je sais que vous parlez beaucoup, que vous échangez. Tu lui apportes quelques conseils, l'expérience, quelques petites clés. Vous avez ce genre de relation, non? Oui, non, on va voir. La relation avec Marta, parce qu'elle est de très bonne joueuse de tennis, joueuse. Oui. Elle est très bon et on est tout le temps ensemble. On a fait d'entraînement déjà de tennis. Et après, quand elle a commencé avec Juanito Alday, une fois, parce que Juanito Alday, il travaille à mon club aussi ici à Sant Cugat. Et à le début, il a travaillé avec Bella Steguin aussi, le numéro 1 mondial. On a fait d'entraînement ensemble, tout ça. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir faire un petit entraînement comme ça? Et j'étais avec Bella et c'était incroyable et tout ça. Mais après, il a commencé à jouer, à coacher, à entraîner avec les filles. Et c'était Martha là. Et je ne sais pas que je l'ai dit des trucs à elle comme ça. On a une bonne relation. Quand je vais là, on parle. C'est clair, on envoyait des messages. Mais moi, je ne sais rien. C'est seulement la relation bien. Je sais que Juanito Alday, des fois, il m'écrit, il me demande quelque chose, mais c'est tout le temps facile. C'est pas que moi, je suis un gourou ou une personne très importante pour le team, tout ça. Non, pas du tout. Mais je suis content que quand on va ensemble, on a une bonne relation, un bon respect. Et si je dis des trucs mentalement, tout ça, elle le prend, Martha et Juan aussi, parce que lui sait que moi, j'ai l'expérience sportive, pas sur le padel. Mais on a la relation que c'est cool parce qu'on peut jouer ensemble. Tu sais, la dernière fois que moi j'ai joué au padel, c'était avec toi. Oui, contre les Français, non? Oui, contre. On a joué contre Johan et je sais plus qui d'ailleurs. Et non, c'était. On a perdu 2-7 à 1.
je crois. Tu te souviens ou pas? Mais il n'y a personne qui sait ça. Ah, Aucune personne ne savait ça. On peut pas, on peut dire qu'on avait gagné le dernier match qu'on a joué. Alex, on a gagné le dernier set. Non, Ferran, non? Non. Si, Johan, Ferran je sais Insa. plus. Si, Ah, Insa, oui, tu as raison. Tu as raison. ouais, si, Insa. On Le a dernier gagné- on match a que moi gagné le j'avais dernier joué set. compétition, c'est Ferran Bueno qui m'a tué. Il m'a battu 6-2, 6-4, je crois. Lui avec Jordi Juan, non, oui, je ne sais pas, contre un mec de mon club. Il faut que les prochaines fois, on fait un petit peu plus de pratique. Allez, on va s'entraîner. Dernière petite question. On parlait de Marta Marrero. Elle a réussi quelque chose d'exceptionnel. Elle est passée d'une carrière de joueuse de tennis professionnelle, 40e mondiale, à numéro 1 mondial. Est-ce que tu penses que ça, chez les hommes, c'est possible ou pas? Est-ce que tu connais très bien Gaël Monfils, qui est foot paddle. Tu connais très bien plein de joueurs qui sont dingues de paddle. Est-ce que tu crois que le paddle masculin, on pourra voir un jour un grand tennisman arriver sur le circuit et performer, peut-être pas numéro 1 mondial, mais performer véritablement? Toi qui connais les deux univers. Je crois que va être difficile parce que le niveau de padel maintenant, il a monté beaucoup. Ça veut dire que maintenant, tu peux jouer padel professionnel depuis quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alors, c'est beaucoup de temps que les autres, ils font des trucs de padel que tu ne fais pas. C'est comme moi. Maintenant, je joue un petit peu padel, mais quand je vais jouer avec les mecs de padel, ils ont fait, je sais pas, 200 heures de padel plus que moi. Alors, j'arrive et je dis, OK, et je dis oui. Ce mec-là, je vais jouer contre lui et je l'ai gagné. Maintenant, je vois qu'il est là et moi, je suis ici. Il peut passer que des tennis. Le problème, c'est que si tu joues tennis depuis 15 ans, 20 ans, tu voyages, tu fais ça, tu fais l'entraînement. C'est un petit peu comme moi, je t'expliquais des golf, non? Oui. Tu es là et alors tu dis. Est-ce que tu as envie? Ouais. Exactement. Maintenant, tu as envie d'aller là. Par exemple, Marc Lopez, qui joue très bien double, peut-être il n'a pas joué aussi bien le simple. Il était bon, mais pas top 10 comme ça. Peut-être quand lui arrête sa carrière de double, de tennis, il peut dire, OK, maintenant je vais faire le paddle. Peut-être, parce que lui a la chance, peut-être lui n'est pas aussi très fatigué. Il peut monter son niveau paddle beaucoup, parce que si lui fait 2-3 heures au jour de paddle, ça c'est sûr que son niveau il va être très, très bon parce que lui a l'expérience, la sensation de, comme tu as dit avant de moi, non, que tu as le feeling que tu connais, qu'est-ce que ça va changer ça, si l'autre mec il est un petit peu nerveux. Mais ça va être très difficile. Mon fils, oui, lui, c'est sûr que lui joue très bien paddle. Mais est-ce que lui va envie de jouer paddle à la fin de sa carrière, d'entraîner pour être compétitif, pour jouer contre les meilleurs du monde? C'est difficile, honnêtement. Oui, et puis comme tu dis, les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, ils ont 22, 23, 25 ans. Ils jouent au paddle depuis qu'ils ont l'âge de 10 ans. Ils sont tous très forts à la volée, très forts au smash. Finalement, le joueur de tennis aujourd'hui n'est plus si avantagé par rapport à un joueur de paddle qui a commencé à l'âge de 10 ans. Ouais, exactement. Alors, c'est pas facile, mais les bonnes choses que si tu es un tennisman, tu peux jouer paddle tout de suite. Et bien sûr. Ça, je ne dis pas que tu es un bon joueur de paddle, mais tu peux jouer bien à paddle. C'est un petit peu différent. C'est pas que tu es un bon joueur, mais tu peux bien jouer. Tu sais ce que je veux dire? Oui, c'est un petit peu la différence. Dernière petite, deux choses. Comment tu vois l'évolution du paddle à l'international, toi qui as voyagé dans le monde entier, tu connais avec Eurosport aussi, tu sais que la télé, c'est important, remplir des stades entiers, c'est important, le sponsoring. Aujourd'hui, il y a un circuit qui s'appelle le World Paddle Tour, qui se joue à 80% du temps en Espagne. Pour toi, c'est quoi la clé pour un développement et un rayonnement international pour le paddle? Est-ce que tu y crois? Et quelles sont la clé selon toi? Quelle est la clé? Oui, moi je crois, parce que maintenant, comme tu as dit, 80 c'est à l'Espagne, mais maintenant déjà à la fin, je joue à l'Italie, je joue à Suède, non? Suède. À la Suède, et je joue, ça veut dire que ça va monter. L'Argentin, ils sont récupérés déjà.
Et World Padel Tour, pour moi, il fait un très bon travail. Bébé Auguste, tout ça, c'est une personne qui il fait tout le temps de s'agir, d'avoir un petit peu plus de tournois à l'étranger. Et je crois il va monter beaucoup parce que Padel, c'est un jeu que tennis, il y a beaucoup de personnes qui jouent tennis, mais tout le monde qui est tennis, il voit que c'est un peu difficile, que c'est différent, tout ça. Maintenant, il joue Padel. Et tous les clubs qu'il avait des cours de tennis, maintenant, tous les clubs de tennis, il y a Padel aussi. On ne pense pas un club de tennis s'il n'y a pas de Padel. Et je crois qu'à l'Italie, à France peut-être, à l'Allemagne, ça va commencer, à la Grande-Bretagne aussi. Et pour moi, le Padel, c'est un sport qui va monter, il va monter, il va monter sûr. Et je crois qu'il va être un sport qui va être tellement très connu. Et je crois que c'est très, c'est pas, comment c'est divertido. C'est Amusant, amusant. amusant de jouer padel. Alors, je crois que Et oui, qu'il est-ce va que tu monter. crois, et est-ce que tu crois que c'est un sport qui se verrait bien à la télé? Parce que toi, tu es dans Oui, l'environnement, dans l'univers aujourd'hui de la télé. Est-ce que c'est pas ça ce qui manque vraiment au paddle, d'avoir peut-être un peu plus de visibilité au niveau de la télé? peut-être, peut-être. Moi, Tu sais, le squash, par exemple, c'est un peu le problème du squash. C'est qu'à la télé, pour comprendre le squash, c'est pas facile. si, mais le padel, il est différent, non? Tu peux jouer, ok, tu joues en salle, mais aussi tu peux jouer outdoor, tout ça. Je crois que c'est beaucoup mieux que le squash. Squash, c'est plus Mm. petit, c'est là, tu joues avec l'autre à côté, tout ça. Mais je crois que tout le monde maintenant, si tu vois un petit peu World Padel Tour, les personnes elles regardent Padel sur la télé. Ouais, C'est pas que oh, c'est pas facile de regarder Padel ou tout ça. Je crois qu'elle a une bonne progression. La bonne sensation de que Padel il va monter encore pour la télé. Même moi, je l'ai dit à Eurosport, je lui ai dit, écoute, c'est bon si vous regardez un petit peu parce que je crois qu'il y a une petite chance de faire des trucs. Et même les mecs d'Eurosport, ils regardent un petit peu, ils font un petit peu les studios, non? Pour savoir. Étude. Ouais, pour savoir. Alors, on va voir, on ne sait jamais. Peut-être moi, je vais être commentateur de padel à le futur. Avec moi, hein, tu m'invites, hein. OK. Oui, oui. On va terminer sur une chose. Ouais. Tu crois au développement du paddle et tu vends même des t-shirts pour le paddle et des tenues pour le paddle. Tu as lancé l'année dernière une marque qui s'appelle Correggia. Oui, tu peux Est-ce voir que ici, je ne sais pas si voir. On va voir. montre-nous. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut acheter le t-shirt Correggia et les tenues Correggia quand on est français? Ah, c'est une bonne question. La France, pour l'instant, on n'a pas la chance de prendre le veste Correggia. On travaille un petit peu la web pour acheter Ouais. online, mais avec tout ça maintenant, c'est pas comme c'est un desastre. Compliqué. Ouais, C'est désastre. compliqué. À l'Espagne, oui, il y a Corte Inglés, Intersport, il y a beaucoup de places à Madrid, à Deportes Wimbledon, à Barcelone, aussi à Sasco, c'est un petit shop, tout ça. Il va être à Cuilas. Il y a différents clubs que tu peux acheter la veste. Ici à Sant Cugat Sports. Non sé, il y a plein de shops. Je te remercie pour ça. Mais c'est pas facile pour l'instant parce que c'est tout le monde qui s'est bloqué et c'est un petit peu difficile. Mais j'espère que ça va bien marcher. C'est très, très difficile. Mais pourquoi pas? Écoute, quand moi j'ai connu la famille Lacoste, ils me sont dit, OK, d'avoir les crocodiles ici avec plaisir, avec honneur. Moi, j'ai la même sensation. Moi, j'ai le Correggia, là, c'est le nom de mon père, non? Le surname, non? L'apellido. Le nom. Le cornom. Alors, pour moi, c'est un honneur. C'est tout ça. On va essayer qu'est-ce qu'on peut faire. Eh ben, écoute, on te souhaite une merveilleuse aventure. On espère qu'on te verra en France prochainement pour un tournoi de padel avec moi. T'as pas le droit de jouer avec quelqu'un d'autre. C'est ou Ok. Alix ou moi, hein, je te préviens. Hein. OK. Ça, je laisse ici C'est dans le sûr. direct. Oui. OK. C'est Alix, assez même mon compromis. merci infiniment d'avoir parlé si bien français. Je te félicite. Tu m'as bluffé. Je suis surpris. Je savais pas que tu parlais aussi bien français. Donc, merci infiniment. Et en plus, tu as montré l'exemple à ma chérie Betty, qui, elle, ne parle pas français. Elle va devoir apprendre. Ah, OK. Alors, mais c'est le problème que
toi, tu sais que tu parles beaucoup mieux que moi espagnol, toi que moi français, alors on parle tout le temps espagnol. Mais merci beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde. C'est Nadine Merci. là qui dit tout le temps. Hein? Nadine, c'est ma maman. Un gros bisou. Oui. Alex, il reste 10 secondes avant que ça coupe. Merci beaucoup. Muchísimas Merci à gracias, toi. amigo. Merci à toi, amigo. Un abrazo Bisous. a todos.